Hello! Donc, comme Jonathan m'a présenté, moi c'est, Vincent, je fais partie de la boîte Human37. Notre mission en fait à Human37, c'est d'augmenter l'expérience utilisateur, heu, en général et comme Jonathan, l'a dit dans l'introduction, cette expérience utilisateur passe, par la donnée d'une façon ou d'une autre, et aussi par l'intégration que ces données peuvent avoir, au travers du journey de l'utilisateur et au travers des outils, qu'on utilise dans l'entreprise pour communiquer à ses utilisateurs. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais bien discuter avec vous, c'est 3 points. D'abord, partager un peu mon expérience par rapport à ceci via 5 tips, et comment arriver à cette expérience utilisateur. Ensuite, partir du fait aussi que, voilà, tout le monde a les données, mais il y a aussi un procédé pour arriver à actionner cette donnée-là. Donc c'est pas le tout n'est pas d'avoir cette donnée-là dans une database, mais vraiment de pouvoir l'activer, d'une façon ou d'une autre et là, on verra aussi qu'il y a plusieurs façons d'activer cette donnée-là et de voir enfin que, il y a plusieurs couches, de stratégie ou de réflexion qu'il faut avoir, à la fois sur le point stratégique et le point opérationnel. Et donc, on base un peu ces discussions sur le behavioral data, qui est un peu l'analyse comportementale, mais surtout le tracking de la donnée, des utilisateurs au travers de différents assets. Donc comprenez ces assets comme, les sites web, les applications, l'outil CRM, l'outil emailing, l'outil e-shopping et cetera. Hem Et de ces outils-là, on va connecter plusieurs données, qui ont des actions des utilisateurs, et qui vont constituer donc, le behavioral data. On appelle ça aussi parfois le event-based analytics. Donc ça, c'était un peu la mise en contexte. Maintenant, le premier tips par rapport à ces données, c'est qu'elle a besoin de faire partie d'un process. Donc c'est pas le tout d'avoir, cette donnée. Souvent, on a tendance à penser qu'on part, du customer, experience. Si on a une bonne, customer experience ou expérience utilisateur, on a, de la croissance business, et que ça fait un loop. Et on croit que ça se fait comme ça et qu'il suffit d'apporter, une bonne expérience utilisateur. En réalité, le process ici, enfin, ou la vision ici est un peu naïve, dans le sens où il y a derrière tout ça euh, le besoin d'un procédé, hein, et c'est un procédé qui doit être proactif. Donc, c'est pas juste passif. On rentre dans la proactivité. Donc, il faut que ce procédé soit établi et qu'on prenne des actions en tant qu'entreprise pour arriver à ces résultats. Et donc, ce procédé, en fait, il passe par plusieurs étapes. Ici, on l'a simplifié ou en 4 grandes étapes. Donc, il y a d'abord le data collection, qui va être l'analyse de données, la collection de données, et pour passer enfin pour passer après aux insights. Donc, il va être j'ai collecté la donnée, quels vont être les insights que je vais pouvoir tirer de ces données? Est-ce qu'il y a une tendance qui se crée? Est-ce qu'il y a des anomalies qui se créent? Est-ce qu'il y a certains clusters d'utilisateurs qui peuvent être déduits de ma collection de données. Et de ces insights, on va commencer à créer des expériences utilisateurs. Alors, ça ne se fait pas à nouveau en claquement de doigts, c'est quelque chose qui doit se faire proactivement, de se dire, OK, ben, selon mes insights que je vais avoir, par exemple, deux clusters d'utilisateurs assez différents, donc deux comportements différents d'acheteurs, par exemple, sur mon site, je vais pouvoir créer deux flows sur mon site web, ou je vais pouvoir créer deux flows de campagnes marketing. Et enfin, de cette customer experience, on va avoir une croissance business. Et cette croissance business va aussi pouvoir aller chercher d'autres use cases. Et pour la recherche de ces autres use cases, cette itération, donc c'est un procédé itératif, on va pouvoir repasser au début de la boucle qui est la data collection. Donc voilà, l'idée ici de souligner le fait que c'est un procédé actif, proactif, et pas un procédé passif. Le second tips, c'est vraiment, voilà, on a cette donnée, on a montré qu'il y avait un procédé derrière qu'il devait y avoir un procédé derrière ces données. Heu, il faut que ces données soient ou deviennent, démocratiques. Et souvent, on rentre, dans ce scénario-ci où on voit, que la donnée est un peu chaotique, et que ces données chaotiques mènent à un cauchemar qui mène à la non-actionnabilité de la donnée. Donc, la donnée, si elle est polluée, si elle est mal structurée, génère ou mène quasi nécessairement à la non-utilisation de cette donnée.
ou pire encore, à des utilisateurs qui ne font pas confiance à ces données, donc qui pensent que cette donnée est corrompue. Donc ça, c'est le pire scénario qui puisse arriver. Et donc une société qui peut se dire data-driven peut collecter beaucoup de données, ne pas faire confiance à ces données et devient complètement aveugle par rapport à la donnée qu'elle collecte. Et donc par rapport à ça, il y a à nouveau, c'est une question de procédé. On va partir de cet exemple-ci qui est un exemple concret de données qui peut être collectées. Ici, ce sont des événements qui sont collectés par rapport à un paywall. On peut voir que tous les événements ici ont une naming convention, donc une nomenclature qui est assez brouillon. Et en fait, on voit des patterns. On voit des patterns dans cette donnée et on voit que, par exemple, il y a deux grands groupes, un qui s'appelle click, un qui s'appelle prompt, qu'on peut déjà identifier. Et en fait, en structurant la donnée d'une façon appropriée, on peut optimiser le process d'analyse en tout cas, d'interprétation de la donnée. Très simplement, on peut voir ici qu'il y a deux grands groupes et qu'on va pouvoir naviguer dans ces deux grands groupes. Par rapport à ça, ce qui déduit de ça, c'est vraiment le fait que l'interprétation de cette donnée, on passe ici d'un scénario à gauche qui est le nightmare scénario, donc le scénario cauchemardesque où on a besoin de créer 10 filtres différents pour pouvoir retrouver une simple donnée, à un filtre, à une situation ici à droite, où en fait, puisque j'ai structuré ma donnée, il suffit de 2 filtres pour pouvoir trouver la donnée que je cherchais. Et à nouveau, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, c'est quelque chose qu'il faut activer ou sur lequel il faut agir en tant qu'entreprise. Et cet agissement se fait la plupart du temps, où le commencement de cette action passe par un tracking plan ou un data plan. Et en fait, quand on parle de behavioral data ou de données comportementales ou de event-based analytics, souvent la forme que cette analyse prend ou ce projet prend forme, on commence à capturer la donnée en fait de tous les outils qu'on a dans notre stack et à dresser un catalogue. Donc à dresser un catalogue de tous les événements qu'un utilisateur peut avoir. Donc se dire, OK, dans ma solution emailing, j'ai un événement qui s'appelle ouvrir un email, j'ai un événement qui s'appelle fermer un email, j'ai un événement qui s'appelle cliquer sur un email. Dans ma solution web analytics, j'ai un événement qui s'appelle voir une page, cliquer sur un produit, voir un produit, etc., etc. Et en fait, un événement peut aussi arriver sur plusieurs plateformes, d'où l'utilité de ce catalogue. Et sur ce catalogue, on va pouvoir décrire tous les attributs des événements qu'on va vouloir mesurer. Et donc, au final, on appelle ce qu'on appelle un event catalogue, une documentation, ou même on appelle ça parfois un tracking plan, ça dépend un peu de la forme qu'on veut lui donner. Mais on part d'une base à nouveau proactive, d'un tracking plan proactif, pour arriver à des données clean. C'est un peu le deuxième type. Si on part au troisième type, il y a l'analyse, disons, qui doit être faite en amont et il y a l'analyse qui doit être faite aussi par après, ou en tout cas le besoin de documenter les procédés et de documenter la donnée. Donc là, on rentre sur la documentation. C'est souvent un sujet qui est largement négligé pour plusieurs raisons. Il est négligé par le fait c'est quelque chose qui n'est pas toujours très fun à faire. Faire de la documentation, on peut demander à des développeurs, on peut demander à un analyste, on peut demander à n'importe qui dans une entreprise en général, c'est pas une tâche qui est très amusante et encore pire, c'est une tâche qui doit être incluse dans un procédé. Donc c'est pas une chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qui doit être itéré. Donc s'il y a un changement dans une base de données, s'il y a un changement dans la façon dont la donnée est traquée, il faut que cette donnée soit updatée dans la documentation. Cela dit, le coût de faire cette documentation est en général largement compensé par le fait ou par les bénéfices de cette documentation en fait. On parle de l'onboarding des collègues, on parle aussi pour soi-même, pour savoir ce qu'on a fait, donc avoir un historique des agissements qui ont été faits. On parle aussi pour une autre équipe ou pour une agence qui doit travailler sur cette donnée. On parle pour ses collègues qui sont là depuis longtemps mais qui ont besoin d'accéder à ces données, etc. Donc on parle ici
de plusieurs outils, en fait. On parle, par exemple, de Confluence, on parle de Notion, de Slack, de Coda. Il y a beaucoup de nouvelles solutions qui sont entrées sur le marché, qui sont en général assez light comparé à ce qu'on pouvait voir dans le passé. Il y avait des solutions de documentation qui étaient assez compliquées ou des wikis en interne qui devenaient un peu lourds. Maintenant, le fait est qu'il y a plusieurs SaaS sur le marché qui permettent de faire la documentation de façon assez aisée et de façon collaborative. Donc voilà, ça c'est un tips qui, je pense, est relevant pour pas seulement la collecte de données, mais pour tous les procédés en général. Enfin, le quatrième tips, il est vraiment de rendre la donnée accessible à l'entreprise et pas juste le marketing. Et ça, c'est peut-être euh, le plus difficile à accomplir, mais probablement aussi le point d'action qui va apporter le plus de bénéfices, qui est de se dire on donne accès à la donnée pas seulement à l'équipe marketing, qui est en fait le mainstream. Donc si on regarde ce slide ou cette analyse, on peut voir que la plupart, d'après certains sondages, la plupart des gens qui sont supposés ou pour lesquels on a l'attente qu'ils possèdent la donnée analytics ou qu'ils puissent interpréter la donnée analytics sont l'équipe marketing ou l'équipe marketing analytics. Et en fait, ce ne sont pas du tout les seuls utilisateurs. Quand on pense à qui veut savoir ce que mes utilisateurs ont fait sur mon application, ou quelle est la consommation d'emailing, mon taux d'ouverture d'emailing, ou qui sont les gens qui ont cliqué sur un certain bouton, etc. On ne parle pas juste du marketing, on parle aussi du product owner, on parle aussi du data scientist. Le data scientist, si on attend de lui qu'il calcule un churn prediction ou d'autres modèles même, peut-être la recommandation de produit, il a besoin, lui, de savoir aussi quelles ont été les interactions des utilisateurs. Et donc, on va avoir ce nouveau paradigme où la donnée qui appartient à l'analytics ou le web analytics ou le marketing analytics d'une façon générale n'est pas seulement destinée aux marketeurs. Elle est destinée aux marketeurs, donc c'est évidemment un consommateur évident, mais il y a aussi d'autres consommateurs. Il y a le product owner, il y a le data scientist, il va y avoir aussi l'équipe sales qui a souvent envie de connaître ces données-là, ne fût-ce que pour forecaster ou prévoir un peu quelles vont être les ventes. Il va y avoir aussi l'équipe finance, donc il va y avoir vraiment tout un set d'équipes qui vont avoir besoin de ces données-là ou vouloir avoir accès à cette donnée. Et on part dans un paradigme alors qu'on va appeler Data as a Service, où la donnée n'est plus confinée dans une base de données. On peut appeler ça un data lake, un data mart, une DB, on peut donner 100 noms différents. Le fait est que la plupart du temps, quand on parle de la donnée en entreprise, on parle ou de données ultra siloed, donc confinées dans les outils respectifs, donc ça peut être mon outil d'analytics, mon outil d'emailing, etc., ou alors des données ultra consolidées dans ma base de données, mais on parle rarement de l'activation de ces données ou des consommateurs de ces données. Et en fait, c'est ce paradigme de Data as a Service où on crée sur base, vous vous rappelez-vous en type 1 du Event Catalog qu'on avait créé, sur base de celui-là, donner accès à ces données-là à tous les utilisateurs. Et enfin, le cinquième tips va être vraiment l'activation de la donnée. Là, il y a plusieurs tendances qui se dessinent, mais si on regarde un peu ce framework ici, qui est le framework qu'on a discuté avant, on voit que c'est un procédé itératif qui n'a de sens que si on avance. Donc, c'est dans une roue, on ne peut pas rester bloqué à un certain point. Et souvent, les entreprises font l'erreur de rester bloquées à un de ces points-là en se disant ok, je veux atteindre mon 100% avant de pouvoir passer au next step. En réalité, c'est souvent pas très réaliste puisque avoir un tracking qui est à 100% correct ou à 100% idéal bloque juste le reste de la roue. Donc, pour passer du 80% au 100%, il faut peut-être 3 fois plus de temps que pour passer du 0 au 80. Donc, en général, l'erreur qui est faite, c'est de vouloir arriver à 100% au lieu de se contenter de ce 80%. Et donc, ça, c'est un point, donc pouvoir avancer, mais à un certain moment donné aussi, quand on veut avancer dans cette roue, on passe par l'expérience utilisateur, qui est ici la troisième boîte. Et cette expérience utilisateur, en fait, ne passe que si la donnée sort à un moment donné de l'endroit où elle réside à la base. Donc, on a parlé au point précédent des différents utilisateurs, des différents consommateurs, donc le data scientist, ça peut être le product owner, etc. Mais cette donnée,
enrichi ou brut doit arriver à l'utilisateur sous une forme ou sous une autre. Et on peut imaginer plusieurs formes de customer experience dans ce cas-ci. On peut penser ici à gauche à des meilleures campagnes qui peuvent être personnalisées sur base des produits que j'ai vus sur un site web. On peut parler sur un e-shopping, par exemple, différents filtres qu'on va pouvoir montrer sur ma page, mon catalogue, pour pouvoir être sûr que les filtres que je vais mettre en avant vont être des filtres qui sont pertinents pour ces utilisateurs-là et pas juste des filtres qui n'ont pas de sens. Et enfin, on peut, tout à droite, aussi customiser l'expérience à un niveau très poussé. On peut se dire, OK, bah, si un utilisateur a déjà acheté une chemise, bah, je vais lui faire, je vais lui rappeler qu'il a déjà acheté cette chemise et qu'il l'a déjà renvoyée. Pour son intérêt et pour mon intérêt. Donc, on est gagnant-gagnant. Et donc, cette donnée-là doit arriver dans des systèmes de personnalisation. Et c'est souvent là que le bas blesse. C'est et ça retouche le point que j'ai expliqué avant, c'est la donnée arrive dans une base de données, un data lake, un data mart, on lui donne 100 noms différents, mais on arrive très, très rarement à pouvoir l'exploiter de façon à enrichir l'expérience utilisateur. Et là, il y a plusieurs outils ou plusieurs tendances qui se dessinent maintenant sur le marché, principalement deux, je dirais. Il y a un set d'outils qu'on appelle les Customer Data Platform ou les CDP, qui vont pouvoir permettre de synchroniser la donnée entre les systèmes et de la dispatcher dans les outils d'activation. Donc, ça peut être de l'advertising, ça peut être du website personalization, ça peut être de l'e-shopping. Donc, il y a vraiment une multitude d'outils. Ou il y a aussi une autre tendance qu'on appelle reverse ETL, qui sont en fait des outils qui permettent d'aller chercher les données directement dans la base de données et de les connecter avec ces outils de personnalisation que je viens de mentionner, donc les outils de campagne, les outils de personnalisation site web, etc. Et donc ces deux grosses tendances permettent en fait de tacler le point où la donnée ne doit pas résider dans une base de données, elle doit être activée sur le journey de l'utilisateur là. Voilà, alors maintenant je pense que la façon la plus simple de faire ça, c'est de garder en tête que la façon de pouvoir activer ces données par les 80% passe par cette donnée de collection qui doit être fait. Donc, cet event catalogue, c'est de la documentation en soi, donc de dresser, OK, je veux savoir ceci de mes utilisateurs. Donc, ça passe par un travail de réflexion en amont, passer par l'implémentation, la collecte de ces données qui doit être structurée pour que n'importe qui puisse y avoir accès. Ça doit passer aussi par le fait où il doit y avoir un changement de paradigme dans l'entreprise, où on passe de OK, ces données appartiennent au marketing à ces données appartiennent à l'entreprise et elle doit bénéficier aux utilisateurs. Et quand je parle d'utilisateurs, je parle à la fois des utilisateurs dans l'entreprise et des utilisateurs, mes utilisateurs finaux. Et enfin, de se dire, bah, en fait, une fois que j'ai tous ces outils en main, je dois pouvoir les mettre en action. Et ça se fait via les tendances que je viens d'expliquer, donc les CDP ou les reverse ETL.